Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de poursuivre la mobilisation autour de la couleur végétale et pourquoi nous sommes sur la bonne voie. Alors le podcast Cover autour de la couleur végétale à la date de cet enregistrement, a 1 an et 10 mois, durant lesquels j'ai rencontré des acteurs, des experts de la couleur végétale dans presque tous les domaines d'application pour me comprendre notre contexte, notre aire de jeu et les enjeux à venir. Donc tout ça, ça s'est fait avec ouverture. Donc par rapport aux différents niveaux d'expertise, on a reçu différents niveaux d'avancée sur le podcast. Ça a aussi été de l'ouverture par rapport aux frontières, notamment aux pays francophones, et de l'ouverture notamment dans les différents domaines d'application. Tout ça avec neutralité et bonne intention. Alors, ce que nous avons découvert ou redécouvert grâce au podcast et qui sont des bonnes nouvelles, c'est que nous sommes, nous les acteurs de la couleur végétale, plus nombreux qu'on ne le pensait. En effet, on est autour de 1600 auditeurs du podcast Arrêt Vert, alors qu'on ne savait pas qu'on pouvait être autant. Il y a plus d'applications de la couleur végétale qu'on ne le pensait, donc j'ai beaucoup de travail pour 2025. Nous n'avons pas non plus exploré certains domaines comme la médecine, la microscopie, les prothèses, etc. qui utilisent la couleur végétale. Nous avons réussi à fédérer autour d'un média, donc ce podcast Arrêt Vert. C'est une chose qui n'était pas arrivée depuis 40 ans, dixit Henri Joseph de Phytobogaz en Guadeloupe. Nous avons réussi à montrer que les préjugés qui collaient à la peau de la couleur végétale n'étaient finalement pas si tenaces et qu'on pouvait les démontrer par la science. Nous avons encore besoin de preuves, il y a encore du travail, mais globalement, on a réussi à en soulever pas mal. On s'est rendu compte qu'on avait les experts nécessaires en France, donc des gens qui nous sont enviés dans d'autres pays et qu'on vient chercher en France. On s'est aussi rendu compte qu'on était autonome sur la ressource, la production de couleurs végétales en France et qu'on avait globalement toute la palette de couleurs sur le territoire français. On s'est aussi aperçu que le choix du podcast de travailler vraiment une vision globale de la couleur végétale et pas un seul domaine d'application était hyper intéressant car on a vu qu'il y avait plus de ponts entre les applications qui étaient décelés et ça augure de beaux projets dans la mutualisation pour demain. On a aussi mis en avant les défricheurs qui nous ont montré que c'était possible, donc des agriculteurs qui cultivent exclusivement de la couleur végétale et qui s'en sortent, des marques textiles qui travaillent la couleur végétale et qui s'en sortent, des projets autour de la couleur végétale et qui tiennent la route. On a eu aussi des oreilles attentives en 2024, notamment les chambres d'agriculture qui ont prêté l'oreille en mai 2024 pour une présentation de la filière tinctoriale par Arrêt Vert. On a aussi eu des entreprises du CAC 40 qui, sous accord de confidentialité, m'ont fait intervenir dans leur colloque et qui vont aller sur la couleur végétale. On a aussi des écoles de renom comme l'école Perret qui, pour intégrer la couleur végétale dans son cursus auprès de ses étudiants, a favorisé une approche moderne en attendant, donc avec des podcasts pour sensibiliser les étudiants. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'écoles qui vont nous rejoindre. Et la chose hyper importante, c'est qu'on a des accélérateurs, des boosters qui vont en faveur de la couleur végétale. Déjà, premièrement, on a la demande du consommateur. La conscience écologique des consommateurs n'a jamais été aussi forte. Ils privilégient des produits respectueux de l'environnement. Ils font eux-mêmes attention à ce qui se consomme et on sait que les consommateurs sont ceux qui poussent les entreprises à transformer leurs pratiques. On a aussi des lanceurs d'alerte, je pense notamment à Audrey Millet, je pense que c'est l'épisode 15, avec son livre « Le livre noir de la mode » que je vous mets en descriptif ici, qu'il faut absolument lire, écoutez au moins l'épisode, il est passionnant, je n'ai que des bons retours dessus. On a l'augmentation de la sensibilisation donc, de cette histoire avec des interventions dans les écoles, des expositions de personnes qui travaillent la couleur végétale, qui viennent partager leur savoir. On a de plus en plus de formateurs, de démonstrateurs, d'ateliers d'initiation et ça aide le grand public à prendre conscience de l'existence de la couleur végétale. Alors, un autre booster que je n'ai pas su classer, c'est l'argument marketing. En fait, c'est hyper puissant dans le secteur de la mode, de la cosmétique et de l'alimentation de parler d'un retour du naturel, de parler de couleurs naturelles. Donc, c'est un argument qui frôle le greenwashing parfois, mais quand il est bien fait, peut être un vrai argument de différenciation. On a aussi l'engagement de marques éthiques
Donc, il y a plusieurs grandes marques qui s'engagent pour intégrer les teintures végétales dans leurs collections, que ce soit des collections capsules ou autres, donc dans la mode, dans la déco d'intérieur, etc., mais également dans les cosmétiques. Et l'idée ici, c'est vraiment de soutenir ces marques éthiques et de les mettre en avant sur le podcast Haricots Verts pour le travail formidable qui est fait. Ensuite, un autre booster formidable et qui accélère beaucoup, mais par la répression, c'est la pression réglementaire. Donc, il y a vraiment eu un réveil de la régulation, des normes internationales. Donc, ça a commencé par l'alimentaire. J'étais, moi, dans l'alimentaire avant. Ça s'est poursuivi sur les cosmétiques. Maintenant, c'est sur le textile. Et on le constate par la restriction sur des colorants de synthèse. Donc, de plus en plus de substances chimiques sont interdites ou limitées, notamment avec la réglementation REACH en Europe. Il y a des initiatives majeures pour la biodiversité en France qui poussent aussi à réfléchir à l'agriculture tinctoriale. Pourquoi ? Parce que on cherche à protéger et restaurer la biodiversité d'ici 2030. Donc, qui dit ça dit qu'on pourrait, par exemple, je vous en ai déjà parlé, intégrer des haies, intégrer de l'interculture avec des plantes tinctoriales. La culture de plantes tinctoriales, c'est de la biodiversité, que ce soit pour les plantes ou pour la faune et la flore que ça attire. Dans la pression réglementaire, on a aussi tout ce qui est sujet autour de l'eau. Là aussi, la couleur végétale a son rôle à jouer dans tout ce qui est programme de dépollution de l'eau en France. Donc, par exemple, le plan national pour l'eau, le PNE, qui, lui, vise à réduire les pesticides, moderniser les stations d'épuration, restaurer les zones humides, mais aussi travailler sur les micropolluants, les médicaments, la pression, les produits chimiques. Ça, c'est aussi des programmes régionaux avec l'agence de l'eau, qui sont là plus spécifiquement par bassin hydrographique. Et en gros, l'idée, c'est de réduire les rejets industriels, de travailler une agriculture durable. Il y a aussi la réglementation sur les réductions de pesticides, réglementation sur les produits chimiques et la lutte contre les microplastiques. Et enfin, il y a des nouvelles innovations sur l'eau, comme des techniques de phytoépuration ou de bioremédiation. Et vous seriez surpris de savoir que dans plusieurs études scientifiques, on parle des plantes tinctoriales ou des colorants végétaux dans ces innovations. Alors aussi, un autre booster, c'est le contexte économique, avec l'indépendance économique. On l'a vu récemment, l'indépendance dans les ressources est clé, notamment de ne pas être dépendant de, par exemple, la couleur ou de dérivés de pétrole pour faire sa couleur. Ça peut être une des pistes d'indépendance économique. On a aussi le fort impact de l'économie circulaire et de la bioéconomie, avec les sujets comme la compostabilité et l'utilisation des sous-produits agricoles. Et là, la couleur végétale a son rôle à jouer, parce que économie circulaire, on peut pas faire mieux. Les plantes sont renouvelables, elles sont biodégradables, donc dans le sol, enfin dans l'eau et dans le sol, sans polluants. Et on utilise aussi dans la couleur végétale des sous-produits agricoles pour faire des couleurs stables et durables. Certains l'ont vu comme une opportunité économique avec la création de nouvelles filières pour développer des cultures spécifiques qui favorisent du coup l'agriculture locale, biologique et souvent restaure la biodiversité. C'est une vraie valeur ajoutée et il y a déjà des programmes et des projets en cours, mais bien sûr sous accord de confidentialité, je ne peux vous en parler. Ça va sortir, j'espère, très rapidement. Ensuite, un autre accélérateur, c'est les aides publiques. Vous avez remarqué qu'il y a énormément de subventions qui sont allouées pour les produits et les projets durables. Donc la couleur végétale fait complètement partie de ce domaine de développement durable. Il y a la promotion des circuits courts qui est une vraie, plus qu'une tendance, une vraie maintenant façon de penser avec l'ancrage territorial. Et là, pareil, la couleur végétale a sa carte à jouer. Et dans l'innovation, on a tout ce qui est amélioration des techniques, donc des techniques d'extraction des colorants avec les molécules spécifiques, la fixation des pigments qui se fait mieux, les produits post-teinture qui sont de plus en plus innovants. On a aussi la bioextraction qui fait qu'on est plus vertueux quand on extrait avec des produits plus sains. Enfin, il y a un gros booster, c'est la préservation du patrimoine, la volonté de valoriser les savoir-faire ancestraux, donc notamment la préservation des pratiques artisanales dans des cultures du monde entier, qui sont chères à Dominique Cardon. Je vous renvoie à l'épisode 5 et 6 du podcast. Ou aussi la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel en France avec le pastel des teinturiers, Isatis Tinctoria, en pays de Cocagne, qui montre un vrai intérêt de la couleur végétale dans la conservation du patrimoine.
Ensuite, un gros booster aussi, c'est l'appel des créateurs et des artisans, que ce soit des designers, des artistes, etc., des plasticiens, qui adoptent les pigments naturels pour leur création unique et authentique et qui communiquent dessus. Et enfin, il y a un gros booster, c'est la prévention des risques. Vous savez que par rapport à la santé de la population, il y a pas mal de maladies de peau, de cancer et d'infertilité pour lesquelles les colorants de synthèse sont pointés du doigt, à tort ou à raison, mais ça crée une certaine vigilance et donc dans la prévention des risques, il serait intéressant de creuser davantage le sujet. Alors, il y a plein de choses qui nous montrent du coup qu'on est sur la bonne voie. Tous ces signaux faibles nous indiquent de plus en plus qu'ils deviennent d'ailleurs des signaux forts. Il y a énormément d'études aussi scientifiques sur le sujet de la couleur végétale, des colorants biosourcés, ça dépend comment on les appelle. Beaucoup de brevets déposés, d'accords de confidentialité, donc ces fameux NDA. Et il y a une volonté réelle d'institutions comme le CETI notamment, qui est venu nous parler d'un programme vraiment spécifique à la couleur végétale, la teinture végétale. Alors, ça n'est pas exhaustif tout ce que j'ai dit, mais pour vous montrer qu'on est sur la bonne voie, alors s'il vous plaît, 3 actions concrètes. Rejoignez la communauté Haricots sur Patreon. Parlez du podcast autour de vous aux personnes susceptibles d'être intéressées, qui touchent de près ou de loin à la couleur. Ça peut toujours être une ouverture d'esprit de découvrir la couleur végétale. Et enfin, abonnez-vous à la newsletter du podcast si ça n'est pas déjà fait pour continuer ces épisodes que je vous propose. Belle journée à tous!